à tous et bienvenue à ce 5e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui est sponsorisé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. N'oubliez pas, pour votre bière hockey, pensez à la Montminou à la Coupe. Alors, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent entre autres sur Twitter, on est présent sur Facebook, YouTube, Spotify. Bref, vous connaissez déjà tout ça. On va être disponible aussi en rediffusion en fin de semaine sur YouTube pour l'épisode numéro 5, celui qu'on fait en ce moment. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le alacoupe.ca. Entre autres, on a visité cette semaine un joueur qui va très bien au niveau de la LHGMQ, M. Dumais, qui, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est même le meilleur pointeur de la Ligue. Donc, Gabriel nous a fait un beau texte concernant lui. D'ailleurs, un power ranking, si jamais vous voulez vous challenger par rapport à vos connaissances LHGMQ avec notre chroniqueur Guillaume Dalpé, il nous a fait un power ranking de la LHGMQ. C'est quoi les forces au niveau de la Ligue? Également, je vous invite à aller écouter la notif des sportifs animée par Loric Salvaille qui m'a fait un petit clin d'œil cette semaine, le petit taurieux. Il a décidé de rire de la situation économique de mes chers coyotes, mais bref, sinon, il y a eu des sujets qui étaient des sujets très intéressants, dont entre autres la question qui se posait, est-ce qu'on doit faire une croix sur Connor Bedard? Alors, je vous invite à aller voir la notif des sportifs tous les mardis midi sur notre page Facebook. Alors, pour aujourd'hui, on va être avec mon ami Sam, le gérant d'estrade. Sam, comment ça va? Salut, ça va? Est-ce que c'est un chandail du Super Bowl que tu as? Non, c'est le gilet de Kivlenieks, le gardien qui est mort des Blue Jackets. C'est Kiwi Forever, ça s'appelle. OK, excuse-moi, ça ressemblait au lavage du Super Bowl, mais c'est un beau geste. Okay. T'as passé une bonne semaine, Sam? Yes, et toi? Oui, j'ai passé une bonne semaine. Écoute, je te propose qu'on perce l'abcès en partant et on va y aller avec le sujet qui a été le plus gros, mais je n'ai pas l'intention de débattre, honnêtement. La LNH a pris la décision que je voulais, fait que je te laisse exprimer ton point de vue à toi. La situation de Mitchell Miller qui est non éligible pour jouer dans la LNH. Décision de Gary Bettman. La décision, tu sais, que je comprends la décision qu'ils ont prise. Mais moi, j'ai une autre opinion que je trouve que, tu sais, c'est sûr que je connais pas le dossier à 100%. Puis là, c'est dur de dire des choses après, mais moi, première vue, je me dis, on vit dans une société qu'on veut éduquer les gens, puis on veut qu'ils réparent leurs erreurs, qu'ils aient droit à une deuxième chance. Puis lui, oui, en 14 ans, il a été trouvé coupable au tribunal juvénile. Puis après ça, il aurait continué de le faire, jusqu'à 17 ans, je crois. Sauf que là, qu'il ait continué de le faire, je comprends, mais si le gars, mettons, il s'est rendu compte plus tard, mettons qu'il était majeur, qu'il avait fait des grosses erreurs et tout, puis qu'il veut se réintégrer dans la société, puis qu'il veut avoir une chance, puis là, il se fait dire non, mais en fait, il se fait dire oui, puis après ça, il se fait dire non parce que la pression populaire a dit que c'était... Tu sais, on s'entend que s'il n'y avait pas eu de... Les journalistes n'auraient rien dit, puis les joueurs n'auraient pas fait de commentaires, ils seraient en train de jouer avec les Browns de Providence présentement. C'est la pression populaire qui a fait que les Browns ont dit, bon, ben là, on peut pas le garder. Fait que je me dis, là, le gars, il s'est fait... Tu sais, ça va être quoi ses ressources après là, d'avoir de l'aide? Parce que c'est en tant que si tu joues dans une équipe nationale, tu as des psychologues, tu as souvent des psychiatres qui peuvent t'aider. Tandis que là, lui, tu sais, les gestes qu'il a fait, c'est complètement dégueulasse. Là. Mais le gars, je pense qu'il a droit quand même à une deuxième chance. Puis probablement qu'il ne l'aura jamais à cause que, dans le fond, le tribunal populaire a décidé qu'il n'avait pas le droit. Mais comme je t'ai dit, s'il continue à faire son trou de cul envers le monde qui ont des déficiences et tout, c'est correct de l'expulser. Mais je ne connais pas le gars présentement. Il veut-tu changer? Il veut-tu pas changer? S'il veut pas changer, je comprends la décision. Mais si le gars il a changé et qu'il veut vraiment travailler sur lui-même, je trouve ça plate. Sauf que j'ai pas l'information. C'est juste ça que je trouve ça plate parce que si le gars veut vraiment s'en sortir puis il se fait dire non, ben ça ne tentera pas de changer en fin du compte. Puis on va peut-être échapper, on sait pas. Là. Tu sais, un point que moi j'avais trouvé intéressant dans les choses que tu m'avais dit, c'était par rapport entre autres à la violence conjugale, là, qui n'était pas nécessairement punie au niveau LNH. Mais c'est parce que lui, il n'a pas le droit d'arriver, mais on a Evander Kane qui a des puis on a Tony D'Angelo qui a fait des propos racistes avec Keandre Miller qui s'est battu avec un autre coéquipier, que lui il a le droit. T'sais, on dirait que quand tu es dans la Ligue nationale puis tu fais des affaires, tu as le droit d'avoir une deuxième chance. Mais si tu n'étais pas là avant, tu n'es pas dans le club, tu ne rentreras pas dans le club. T'sais. C'est des affaires comme ça, mais regarde, il a fait une erreur, c'est lui qui a blâmé pareil. Là. Je commencerai pas à broyer son sort, mais si le gars, comme je dis, il voulait s'en sortir, puis là, il peut plus, à cause que là, ils ont décidé que les journalistes et les joueurs ont décidé que ça marchait pas, je trouve ça poche. Mais rendu là, c'est quand même lui qui a fait des erreurs plus jeune, mais je crois à la deuxième chance, comme Logan Manuel, mettons.
Logan Mailloux, il n'est pas éligible non plus à jouer présentement, mais il va être éligible à un moment donné. En tout cas, j'espère, parce que si lui, il n'est pas éligible non plus, je veux dire, ça sert à quoi, là? Les gars, ils font des erreurs, mais Logan Mailloux, c'est pas que c'est moins pire, mais c'est pas. C'est une erreur de jeunesse qu'il a faite. Fait que, au début, comme moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ce que le Canadien sélectionne, mais moi, j'étais contre la sélection, d'y donner un privilège. Je voulais qu'il réfléchisse. Mais j'étais pas contre qu'il ne rejoue pas dans la nationale un jour, par exemple. Fait que je trouve ça. Je sais que c'est deux dossiers différents, mais je trouve que ça se ressemble pareil. Puis je sais que là, il y a un article qui est sorti que Logan Mailloux n'était pas éligible à jouer dans la nationale encore. Fait que là, moi, je pensais que ça, c'était réglé, mais visiblement, je sais pas c'est quand que ça va arriver. Là. Je dis, c'est-tu Gary Bettman qui décide? Ah, moi, ça me tente qu'il joue présentement. OK. C'est lui qui décide. Mais écoute, il y a quand même des points. Là, dans le cas de Logan Mailloux, on parle d'un acte d'une fois, on parle pas de plusieurs années. Puis ce que toi, tu mentionnes en ce moment, c'est que dans le fond, Gary Bettman a dit qu'il va donner ultérieurement sa décision s'il veut être éligible ou non, mais il veut rencontrer le gars avant pour y permettre de jouer ou non au niveau de la LNH. Puis, dans le cas de Mitchell Miller, ben, c'est que dans le fond, il a refusé d'amener des preuves qu'il a fait une thérapie. Fait que OK. C'est la fois que j'avais pas sur le coup quand j'ai vu la décision. Mais s'il veut pas s'aider, je suis d'accord à ce qu'il le mette dehors. Mais si le gars, il a réalisé plus tard parce que des fois, t'as des influences qui sont pas bonnes. Puis les autres joueurs qui ont fait ça avec lui ou les autres coéquipiers, ils ont pas le. Je sais pas si tu veux. C'était à l'école, c'était pas dans une équipe de hockey. Non, mais je veux dire, ses camarades de classe ou peu importe, il n'a pas fait ça tout seul. Genre, ses camarades de classe n'auront jamais le poids. Tu sais, Mitch Miller, tout le monde sait c'est qui. Mais les autres, là, genre, ils vivent leur vie, mais lui, à chaque fois qu'il va arriver quelque part, ils vont dire, hey, t'es Mitch Miller, t'es ici. Fait que c'est. En tout cas. Mais s'il veut pas s'aider, too bad, là, je comprends la décision, mais s'il voulait s'aider, moi, c'était ça le point que j'avais. C'était un bémol, mettons, que j'emportais. Je me disais, si le gars veut s'aider, il faut l'aider. S'il veut pas s'aider, ben là. Oui, c'est ça. Puis tu as une très belle preuve, entre autres, avec Logan Mailloux, là, qui a fait des années de thérapie là, rendu là. Il a eu son verdict. Il est capable de parler qu'il avait vraiment travaillé fort, puis c'est normal, c'est ça qu'il faut faire. Fait que Logan Mailloux, moi, c'est la sélection que je n'étais pas d'accord, qui donne un privilège après ce qu'il a fait, mais je n'étais pas contre qu'il soit repêché à un moment donné ou qu'il y ait des. Mais il fallait absolument qu'il fasse de quoi. Puis lui, il l'a fait. Moi, le seul point que je vais apporter, c'est que selon moi, jouer dans la LNH devrait toujours être un privilège, peu importe où tu es repêché. Puis il y a une façon de gérer les situations sociales que la LNH échappe souvent. All right. Fait qu'écoute, pour ce qui est de Mitchell Miller, on a passé au travers. Personne s'y a attaqué et ça a bien été. Merci beaucoup, Sam. Sinon, je voulais aussi qu'on parle des suspensions. Là. Il y a eu 2 suspensions qui étaient très similaires au coup de Marco Rossi. Comment tu vis là, toi, la suspension à Josh Anderson sur Pietrangelo puis Slafkovský? Pourquoi Rossi, il n'y a rien eu? Ben Rossi, Slafkovský avait la rondelle encore où il venait juste même pas, la palette, elle venait juste de. Puis c'était un mise en échec, c'était blindside, c'était pas un. Mais c'était légal techniquement. C'est juste que Slafkovský était vraiment. Sérieusement, il était mou là-dessus. Là. Il s'est pas laissé tomber, mais il a tendance à être mou un peu. Puis, le Rossi, c'est pas vraiment un joueur salaud non plus. Il a juste dit, regarde, je vais donner un petit check. Puis il aurait pu se blesser gravement parce qu'il est mal tombé. Mais c'est un check légal. Tandis qu'Anderson, c'était vraiment un check violent quand même, parce qu'Anderson, il est quand même un gros bonhomme. Il a pris son élan, là. Il est parti là. Il était vraiment de dos, là. Il n'est pas juste de se virer. Là. Il était là depuis une couple de secondes, puis il a frappé le gars. Puis ça aurait pu être dangereux aussi. Puis Slafkovský, moi, Slafkovský, je trouve ça pire. J'ai trouvé le hit de Slafkovský pire que lui de Anderson, parce qu'on dirait que Pietrangelo a comme eu le temps de mettre un bras, tandis que là, il est rentré direct dans la bande, la tête première, puis je pense qu'il va manquer 10 à 12 semaines. Je ne sais pas c'est quoi sa blessure, c'est un épaule ou quelque chose. C'est le bras. Le poignet. Le poignet. Coupé par un patin. Ah ouais? C'est pas Evander Kane, ça? Aussi. OK. J'avais pas vu sa blessure, mais le gars, c'était vraiment un hit violent de Slafkovský. Puis ce qui est plate pour lui, c'est que là, Slafkovský va devenir un récidiviste toute sa carrière parce qu'il y a eu une suspension à sa première année. Fait que le mec qui a fait un hit douteux, ben là, il va voir le fait qu'il s'est déjà été suspendu déjà à sa première année après même pas 10 matchs. Fait que, mais ça mérite une suspension de 2 matchs, mais ça, je pense pas que ça méritait plus. Puis pour Anderson, ben, c'était pas intelligent. Là. Pour un vétéran, tu sais, Slafkovský, c'est une recrue. Tu sais, des fois, il voulait peut-être donner. Tu sais, le monde, ils disent qu'il est pas assez physique. Peut-être qu'il a dit, je vais donner une mise en échec là. Puis
Ça arrive, là, je veux dire, c'est pas parce que tu fais une mise en échec de dos que t'es un salaud, que tu deviens Brad Marchand d'un jour à l'autre. Mais. Ça se travaille, Brad Marchand. C'est une histoire de carrière. Un match pour ceux-là qui écoutaient le hockey avant. Lui, il jouait pour blesser. Là, ouais. Le coup de patin qu'il avait donné à Carson et tout. Mais Slavkovski, il va falloir qu'il réfléchisse. Puis j'imagine que Martin Saint-Louis va gérer ça à l'interne aussi. Il va dire tu fais pas ça. Là, je veux dire, tu peux mettre une carrière en jeu, tu peux paralyser quelqu'un. Il ne pense pas à ça quand il joue, mais ça reste que c'est un risque pareil. C'est pour ça qu'il se suspendent, mais des suspensions de 2 matchs, je pense pas que ça fait réfléchir tant le joueur, mais bon, ça va être ça pareil. Là. Non, mais c'est un petit wake-up call. Tu sais, puis ouais. Moi, de mon point de vue, Slavkovski était peut-être un peu malchanceux, parce que je me souviens plus c'est qui le joueur là, des Red Wings, mais on dirait que le patin il a comme planté dans la glace, puis ce qui fait qu'au lieu d'être poussé, il a vraiment tombé face première. Mais sinon, pour ce qui est du reste, ça me semblait beaucoup moins violent qu'Anderson. Anderson, il a vraiment pris son élan. Non, mais Anderson, il est plus. Anderson, c'est un joueur physique. Là. Il aime ça donner des mises en échec, fait qu'il sait comment il donner, mais quand tu sais comment donner une mise en échec, il t'en donne une de dos. Pietrangelo aussi, c'est un vétéran. Il s'est fait frapper dans le dos une couple de fois. Fait peut-être que quand il se met de dos, genre dans sa tête, il dit je peux me faire frapper. Mais Loff, je pense que c'est un gars qui a fait de la ligne américaine puis la ligne nationale. Il a été recall, je pense, au début de l'année. Fait que c'est pas un gars qui est habitué de jouer dans la ligne nationale. Fait il a peut-être été un peu téméraire, mais ça reste que le geste de Slavkovski n'avait pas raison d'être là-dessus. Non, puis c'est ça. Moi, je trouvais que c'était pas un geste très violent, mais effectivement, c'était mal placé. Puis bref. Il y a eu 2 matchs, puis je pense que j'aurais pas donné plus. Là. Mais mettons, s'il n'aurait pas eu de suspension, j'aurais dit ben là, c'est parce qu'il va recommencer, peut-être. Quand tu donnes pas de suspension, je sais que mettons, ça aurait été Draisaitl qui aurait donné une échec de même. Pas sûr qu'il y aurait peut-être eu une amende. C'est ça l'affaire du 2 bois de genre Connor McDavid, un coup à la tête, 5000$ d'amende. Ouais, c'est ça, un coup à la tête de Warren Fogelly. Tu suspendu 3 matchs, c'est la même affaire, c'est bizarre. Ouais, ça c'est un sujet qui est assez intense. Là. Mais en fait, là, j'ai pas fait de recherche là-dessus, fait que je ne peux pas y aller plus loin. Mais je me rappelle entre autres de Connor McDavid qui avait frappé un bon coup de coude à la tête. Je pense que c'était pas un joueur du Canadien, il me semble. Je pense que c'était la saison de la COVID, là, la division canadienne. Il me semble que c'était arrivé en tout cas, c'est arrivé plusieurs fois, mais il me semble que c'est arrivé avec un joueur du Canadien, il me semble, une fois. Ouais, en tout cas, je me rappelle que c'est arrivé pas juste une fois avec Connor McDavid. Puis c'est clair que c'est parce que c'est le joueur qui est le joueur highlight. Là. Il vend les billets, fait que. Ouais, il est en beaucoup en plus de ça. C'est ça. Là, j'ai une question pour toi. Là. On a eu la chance de voir cette semaine un certain David Savard qui a, je sais pas, il a changé de personnalité d'une shot. T'as-tu déjà vu ce gars-là réagir de manière autant intense que ça? Ben, je suis curieux de savoir de quoi tu parles. J'ai pas regardé les matchs. J'ai regardé le match hier, mais j'ai zappé entre un autre match. Puis le match de mardi, je travaillais, fait que j'ai pas pu le regarder, mais. Ça va valoir la peine que tu prennes un petit 2 minutes de ta vie. OK? En gros, ce qui est arrivé, c'est que le Canadien jouait contre les Red Wings. Puis on parle là, c'est disproportionnel. 35 minutes de pénalité contre 4 pour le Canadien. Ouais. C'était complètement déconnecté. Mais il y a eu 2 expulsions, 2 inconduites. Ouais. Donc, Slavkovski qu'on a déjà parlé. Et on a eu un 10 plus un 2 pour David Savard. Donc, le 2 a entraîné le 10. Il n'a vraiment pas aimé la pénalité qui a été appelée. Et il a pété un camp, mon ami. Là. J'ai jamais vu David Savard aussi agressif verbalement. Écoute, il gueulait comme un bon. Il a tourné à l'entour du filet. Il gueulait après l'arbitre. Il s'en allait vers le banc des pénalités. Il continue à gueuler après l'arbitre. Il se fait chasser. Il sort. Puis finalement, ça va être quand il est revenu après. Ou en tout cas, je ne sais pas trop. Je pense que ce n'est pas dans la même séquence, mais il me semble que quand il est revenu après, il gueulait encore après l'arbitre. Et sa raison en fin de match était « j'aimais pas les décisions des arbitres ». Fait que il a été très expressif, un gars qui d'habitude est plutôt low profile au niveau de ses décisions. Oui, là, je me rappelle de ce que tu voulais dire parce que j'écoutais la radio, mais radio, j'ai pas l'image, mais j'entendais Martin McGuire qui disait David Savard est en furie. Puis là, mais tu sais, être en furie, quand tu imagines, tu te dis Chris, un joueur de hockey en furie, ça arrive. Là. Mais à ce qui paraît, il était vraiment en tabarnouche. Le manche patate, il y allait, man. J'ai déjà vu. Mettons, je me rappelle pas exactement du joueur qui s'était fait blesser, mais un joueur des Blue Jackets s'avait fait donner un coup salaud, puis il était vraiment fâché. Tu sais, il s'était pas battu, mais il a vraiment gueulé le gars, puis quand il est en tabarnouche, David Savard, mais c'est vrai qu'il a l'air plutôt calme normalement, mais tu sais, Canadien, c'est sa 2e année, fait que 2e ou 3e, non, 2e, je pense. Puis c'est ça, David Savard.
C'est un gars que moi, je m'ennuie un peu de lui parce que il a une personnalité qui est fucking belle. Puis le gars, il donnerait n'importe quoi pour jouer. Puis comme on avait parlé dans notre podcast, il sait que le Canadien n'a pas de chance techniquement de gagner la coupe ou de faire les séries cette année. Mais le gars, il se jette devant les lancers. Puis regarde comment il a engueulé l'arbitre. C'est parce que c'est en dedans de toi dans ce temps-là. Tu peux pas faker comme ça. Là. Puis bloquer des shots comme il bloque des shots pour une équipe qui, tu sais, je comprends qu'un joueur de hockey va tout sacrifier, peu importe, mais lui là, il ferait n'importe quoi pour n'importe qui dans son équipe, je pense. Puis c'est pour ça que c'était un de mes joueurs préférés quand il jouait avec les Blue Jackets. C'est pas parce qu'il fait des points, là. Mais un joueur préféré, des fois, c'est ça. Le gars, il est prêt à donner n'importe quoi, puis c'est beau à voir. Puis c'est beau pour les gens. On avait parlé dans notre podcast aussi pour les gens. Là. On avait dit que c'était une bonne exemple que Goulet, Harris, ils voient un gars de même, puis ils savent que techniquement, le Canadien est en reconstruction, puis ils se donnent pareil. Fait que ça aide les. C'est comme lui qui chauffe la locomotive, puis le monde embarque dans le train. Puis ceux-là qui ne veulent pas embarquer, mais en plus, avec le Canadien, cette année, ça a l'air d'être tu veux pas embarquer, ben va-t'en. Là, je veux juste préciser une chose. Là. Il n'a pas défendu personne. Il était juste en train d'avoir eu une pénalité 2 minutes. Oui, c'est ça. Mais la question que tu m'avais posée, c'était est-ce que tu l'avais déjà vu fâché? Ouais. Je l'avais déjà vu fâché, mais pour défendre quelqu'un, pas pour après un arbitre. C'est ça. Je me rappelle, entre autres, chez Weber, là, quand il y avait eu le hit sur Jake Evans, j'avais aimé sa réaction agressive. Là, parce que je me dis, il s'était pas pour son gars. T'as vu de savoir, j'ai rien compris. Je sais pas, c'était une mauvaise journée, d'après moi. Puis, vraiment, peut-être que oui. Là, il a peut-être mal dormi. Là. Il a peut-être bloqué un shot, puis ça lui faisait encore mal. Des fois, là, quand t'as mal à quelque part, tu donnes un coup de marteau sur le doigt. Après, si mettons ta blonde, elle vient te voir tout de suite, ça sera pas beau. Là, tu viendras pas tout de suite. C'est peut-être une affaire de même qui est arrivée. Il a reçu un coup de bâton qui n'a pas été calé, puis lui, il y a une punition. Moi, je pense que c'est une affaire de même qui est arrivée. Que Savard, il est quand même calme. Ça y prend de quoi, là? Oui, non, écoute, moi j'ai été surpris, mais en même temps, le Canadien avait vraiment beaucoup de pénalités, donc j'assume. Peut-être qu'il voyait que les calls n'étaient pas bons ou quelque chose de même. Je ne sais pas exactement. Ben, comme je t'ai dit, j'ai pas vu le match. Mais j'ai entendu parler, puis des fois, ça se peut, les arbitres sont pas tout le temps bons. Des fois, ils sont bons, mais des fois. Je me rappelle tellement l'arbitre qu'on avait entendu son micro. Je pense qu'il avait callé, genre, je vais donner une pénalité au Canadien. À Nashville. À Nashville. Il a déjà callé une pénalité avant la fin de la période. Ouais. Il n'a plus jamais arbitré de sa vie non plus. Là. Ouais, il a pris sa retraite après ça. Je me rappelle plus. Mais... All right, écoute, notre invité est arrivé, mon cher ami. Fait que je tiens à vous présenter d'abord et avant tout. On parle d'une jeune femme. Si je ne sais pas erreur, je crois qu'elle a 20 ans. Mais elle a quand même déjà beaucoup d'expérience au niveau du journalisme sportif. Et c'est quand même très impressionnant de se dire qu'à genre 20 ans, tu as 6 ans d'expérience au niveau du journalisme sportif. Amélia Mégoya-Saint-Onge est avec nous. Amélia, bonsoir. Est-ce qu'Amélia, elle est là? Salut! Allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, écoute. Merci pour la petite présentation. Là, je me sens avec une histoire. Mais est-ce que tu as 20 ans? Oui, j'ai 20 ans. J'aime pas ça. Écoute, un très, très gros merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Amélia, toi, tu travailles actuellement chez toutsurlehockey.com. Mais j'ai vu que tu es très active sur Twitter. Tu as un podcast, tu es comme multifonction. Si on part à la base, tu as une formation de, je crois que ça s'appelle La Cité en journaliste. Oui, en fait, je suis encore aux études à La Cité. Je termine en mars, en faisant un stage de 1 mois. Mais c'est une formation en journalisme et on touche à tout, donc c'est vraiment pratique. Fait que, la radio, l'écrit, la télé, c'est ça. Puis comment tu as commencé exactement? Parce que j'ai vu comme quoi ça faisait 6 ans que tu avais d'expérience. Ça part de loin. Moi, le premier réseau social que je me suis inscrite, c'était Twitter. Là. C'était pour tweeter à mes artistes préférés, aucun lien avec le hockey. Puis là, j'ai rencontré une couple de gars de mon âge, un peu plus vieux. On a décidé de se partir un site. Je me souviens même plus comment ça s'appelait, là. Mais on était une gang de jeunes à gérer un site, puis on écrivait tout parce qu'on voulait tout être journalistes. Il y en a même qui sont journalistes en ce moment, qui travaillent pour les Lions de Trois-Rivières, tout. Fait qu'en tout cas, ça a parti de là. On écrivait des articles, comme je dis, c'était pas intense. Là. On a une petite page Facebook, là, mais c'est ça a parti de là, en fait. Ben, j'ai vu, entre autres, que tu as certains de tes tweets qui ont été repris par des sites, dont, entre autres, Fanadien, que je connais pas beaucoup. Ouais, ben, j'écris pour eux, c'est vrai. OK. J'ai perdu le style un peu, là. Mais c'est vrai que j'ai écrit pour eux pendant peut-être 1 an, peut-être. Je me souviens même plus, là. Tu as combien d'emplois, là? Ben, tout sur l'hockey, c'est comme un... Ah, OK, je pense. Mais genre, ça fonctionne par période, là. Donc, c'est comme des campagnes de 6 mois.
quand tu as terminé la campagne de 6 mois, tu reçois un montant. C'est comme pas aux articles. Je ne sais plus si je dois parler de ça, en tout cas. T'es en train de vendre des secrets, là. Non, c'est ça. Mais j'écris surtout pour tout sur le hockey. C'est vraiment le site que je préfère, que je trouve qui colle le plus à ce que je veux. Puis la gang est super chill. Ils m'ont offert beaucoup d'opportunités. On est allé au repêchage. Le Rocket, ils ont été accrédités, donc on est certains à yeah, c'est vrai. Mais ça, on va en parler tantôt si ça ne dérange pas pour ces Rocket. Oui. On va juste commencer avec le journalisme écrit. Donc, pour toi, le journalisme, tu as un podcast, mais je pense que l'essentiel pour toi, c'est le journalisme écrit. Y a-t-il une raison pourquoi c'est plus ça que... On dirait que j'ai toujours aimé lire, écrire, puis j'aime le sport. Fait que pour moi, c'est comme ça allait comme les deux ensemble. Mais je suis vraiment pas ouverte. Je suis vraiment ouverte, en fait, aux autres portes, comme la télé, la radio. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai comme lancé un podcast solo. D'ailleurs, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié d'épisode, mais c'est pas si grave. Mais c'est ça, je voulais comme ouvrir mes horizons. Puis, mais c'est ça, c'est la partie que j'aimais écrire, j'aimais le lire, puis j'aimais le sport. Fait que les deux, ça allait ensemble dans ma tête à moi. Fait que c'est ça. C'est fluide. Sinon, ben, j'ai quand même un certain intérêt quand tu as décidé de lancer ton podcast. Est-ce que c'était parce que tu voulais exprimer plus? Je sais pas. C'était quoi la raison, en fait? Ouais, ben, comme je suis vraiment spécialisée à l'écrit, mais j'ai un peu de la misère à m'exprimer parfois. Je suis quand même gênée, ça paraît pas. Mais je suis gênée dans la vraie vie. Puis des fois, je m'en enfarge aux 2-3 mots que je dis parce que ça roule tellement dans ma tête. Fait que je suis comme... Je vais me partir un podcast, ça va être solo, puis moi, je le faisais pas pour que le monde l'écoute, là. Je le faisais vraiment pour m'améliorer, puis c'était important pour moi. Puis mes amis en journaliste travaillaient dans des radios et tout. Moi, j'en avais pas trouvé, fait que j'étais comme créer ma propre chance. Fait que c'est pour ça que j'ai lancé un podcast. Dans le fond, je trouvais rien de petits jobs d'été, fait que j'étais comme, je vais le faire moi-même, là. OK, ben écoute, c'est une très belle façon d'approcher. Au final, tu vas chercher ton expérience, puis en plus de ça, ben, ça te permet pour toi de peut-être développer un peu des skills au niveau oral, là. Même si ce n'est pas nécessairement ce que tu vises de faire le niveau oral. Et puis sinon, comment ça a commencé pour toi? Là, on parle de tout sur le hockey, il faut quand même spécifier. C'est un site qui est spécialisé au niveau du hockey, je dirais junior, universitaire, donc prospect. J'assume que c'est de là que toi, tu vas chercher ton expertise. Non, en fait, quand tout sur le hockey a commencé, c'était pas les espoirs. Je pense qu'ils ont développé ça durant la pandémie. Et là, je parle un peu à travers mon chapeau. Là, genre, je sais pas trop exactement comment ils ont commencé ça, mais c'est 3 gars qui n'avaient pas de hockey, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de hockey durant la pandémie. Fait qu'ils se sont mis sur les espoirs et tout. Puis c'est devenu un peu l'identité du site parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en français sur les espoirs. Mais je leur laisse vraiment c'est leur expertise, ils aiment ça, puis ils sont bons là-dedans. Fait que je leur laisse ça. Moi, je suis plus comme l'actualité et tout. L'analyse, c'est un peu ça mon mandat, d'ailleurs, avec le Rocket, là, vu que j'étudie en journalisme, donc je sais c'est quoi les techniques journalistiques. Fait que, ouais, moi, c'est pas tant les prospects. Ça m'intéresserait peut-être, comme, éventuellement, mais là, tu sais, ils sont comme 5, puis ils sont vraiment comme, ils sont bons, puis ils sont reconnus, puis fait que je les laisse là. Je vais pas comme m'imposer non plus. Tu veux pas trop voler leur place, mais il reste pas moins que, je veux dire, en quelque part, tu as ta place à toi. Puis là, ben, veux pas, c'est quand même un gros move que le site a eu cette année. Là. On parle quand même d'être accrédité média pour le Rocket. Première des choses, toutes mes félicitations. Je suis... Je peux les transmettre. Je sais pas si moi, je peux les prendre, mais... Ah ben, ouais, tu leur diras. Je suis jaloux à ce fuck parce que, mon Dieu, que j'aimerais ça avoir cette opportunité-là. Mais franchement, félicitations pour cette accréditation-là. Et toi, entre autres, tu as eu la possibilité d'aller sur la galerie de presse du Rocket. Ouais, je suis allée quelques semaines, une semaine, je pense. Je vais faire 2 semaines en fin de semaine. Je suis allée... c'est vraiment intimidant. Tu arrives là, il n'y avait pas de journaliste dans ce... C'était quand même un match d'après-midi, puis le Canadien jouait comme plus tard sur la route. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes sur la galerie de presse, mais tu arrives là, puis c'est tellement gros, c'est tellement impressionnant. Après, on va dans le vestiaire avec les joueurs, tu sais, là, vu que la pandémie, c'est pas que c'est fini, mais comme c'est moins pire. Fait que tu peux aller dans le vestiaire, puis tu as vraiment cette proximité-là. Sinon, tu peux même poser des questions. Fait que nous, c'est pas juste la galerie de presse, puis on regarde le match. C'est après, on peut vraiment aller faire des entrevues, puis même durant les entraînements comme matinales, genre c'est pas obligé comme d'être durant le match, on peut aller aux entraînements, puis c'est vraiment cool d'avoir cette opportunité-là, ouais.
Puis tu as eu la possibilité de côtoyer aussi des journalistes de renom. On va commencer avec la question, en première des choses, Joël Couturier qui te demande comment s'appelle ton podcast, aimerait bien aller l'écouter. Mon podcast, ça s'appelle I Don't Give a Fuck. Je trouvais aucun nom, honnêtement. J'étais à bout de ressources. Et là, j'étais comme, tu sais, quand tu es une fille dans le sport, faut que tu trouves des commentaires, puis même quand tu travailles dans les médias en général. Là. Fait que quand je vais prendre ça, tu sais, je peux pas utiliser l'expression anglaise, là, je vais pas la dire, je vais me censurer. Mais j'ai juste comme tourné, mais ça s'appelle I Don't Give a Fuck pour faire une histoire courte. Puis on peut le trouver où, là? On peut le trouver sur Spotify, je pense. Ouais, c'est juste sur Spotify, parce que je n'ai jamais trouvé comment le mettre sur Apple Podcast. Ouais. Donc, je dis, moi, ça ne marche pas si les gens ne m'écoutent pas. Je sais pas, c'est pour ça, ouais. OK. Sinon, ben Sam, toi, tu l'as connu essentiellement par Twitter. Ouais. Un petit bout quand même que je la suis sur Twitter parce que j'avais vu que Twitter, hockey francophone, c'est quand même un petit monde. Là. Je veux dire, tout le monde a déjà vu du monde qui tweet. Puis, fait que ouais, je l'avais connue de là, puis j'avais vu qu'elle étudiait là-dedans. Fait que je me suis dit qu'on pourrait l'inviter au podcast, ce serait vraiment le fun. Puis j'ai une question dans le fond. Est-ce que ça te fait peur, mettons, une femme dans le monde du hockey? On a entendu des journalistes féminines qui disaient c'est comme c'est macho puis tout. Est-ce que là, avec le nom de ton podcast, I Don't Give a Fuck, j'imagine que tu vas un peu penser de même, là, mais je serais curieux d'entendre tes impressions là-dessus. Ben, c'est une bonne question parce que c'est ce que je dois travailler. Comme je dis, je suis gênée, j'ai pas beaucoup de confiance en moi, je prends pas vraiment ma place. Fait que c'est sûr que c'est épeurant, mais on dirait que je vis dans le déni puis c'est comme un jour à la fois. Et je pense que si tu prouves avec tes capacités que tu peux être dans ce métier-là, on s'en fout de que tu sois une femme ou pas, là, tu sais. Je pense que, encore plus quand tu es une femme, il faut que tu te prouves. Puis moi, c'est vraiment comme une motivation. Je suis comme, tu sais, je sais que j'ai les habitudes, je sais que je veux faire ça. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, je me dis que je vais travailler dans le sport, là. Fait que je sais que je vais y arriver, peu importe qui va me mettre dans les bâtons des roues, puis c'est pas genre Gaëtan sur son salon, 75 ans, qui va me dire non, elle a fait rapport, l'espoir pour les hommes, ça va pas me faire changer d'idée. Là. Honnêtement, honnêtement, j'ai vraiment été chanceuse parce que sur Twitter, les gens sont extrêmement respectueux. Je pense que j'ai reçu une fois un commentaire qui était déplacé, mais sinon, c'est toujours des échanges que j'aime vraiment et qui m'aident. Là, fait que... Ouais. Ben, c'est sûr que ça a changé. C'est plus une vieille mentalité, genre 75 ans, ouais. 20. Mais ça a vraiment changé. Moi, je suis d'accord avec ça. Là, une femme et un homme, c'est pareil. Là, je veux dire, on s'en fout. Mais il y en a qui pensent pas comme ça. Puis, on avait entendu des histoires. Même Chantal Maccabé, elle disait qu'au début, elle a vraiment bûché fort pour mettre sa place parce que si elle n'avait pas, mettons, persévéré, elle serait peut-être même pas où qu'elle est présentement. Fait que, non, c'est cool. Ouais, ben, c'est à cause de cette femme qui a gardé le chemin pour les autres que c'est plus facile. Mais je pense que ça va toujours être un travail. Les femmes vont toujours devoir en faire plus pour se faire reconnaître dans le sport. Puis il faut juste comme apprendre à vivre puis délaisser ce côté-là un peu. Puis avancer. Ben, il y en a de plus en plus, mais tu sais, Daphné Malbeuf, je sais pas si tu sais aussi, elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, puis elle lâche pas, elle persévère, puis on la voit de plus en plus à RDS. Fait que, mais c'est sûr que les femmes, il faut qu'ils travaillent, on dirait, 2 fois plus qu'un homme. Le temps d'antenne, les affaires de même, c'est ridicule, mais c'est les boss, on dirait, je sais pas. Là. Il y a un problème, mais en tout cas, je sais pas si ça va se régler un jour, j'espère. Plus qu'il y a des filles qui vont pousser et qui vont avoir l'audace de le faire, plus que d'aller faire votre place de manière générale, pas juste pour une personne. Puis, moi, je me rappelle avoir parlé avec une amie qui avait travaillé pour le Canadien, puis elle disait à quel point est-ce que c'est une ancienne direction là, du Canadien, ça fait des années. Là. Mais elle disait à quel point est-ce que les journalistes femmes étaient comme mis de côté dans les séances de questions, mettaient les hommes en premier, puis tout ça. Donc, elle, pour elle, elle trouvait que c'était vraiment hyper sexiste. Mais tu avais, entre autres, Chantal Maccabé qui était comme sa dieu à elle. Là. Fait elle, un coup qu'elle est chez le Canadien, semble que la mentalité a changé un peu. Je pense que pour les médias traditionnels, moi, la majorité des personnes que je connais qui adorent le Rocket et qui le suivent activement, c'est toutes des filles. Il n'y a pas un gars là-dedans. Ils sont capables de me parler de joueurs, sont capables de me parler des antécédents. Tout ça. Fait, pas de stress avec ça. Tant que tu connais ton sujet, tu vas être capable de t'imposer, c'est sûr. Il y a beaucoup de femmes là, qui connaissent le hockey. Là, comme... Ben oui. Je pense que c'est plein, mais il y en a plus qui connaissent le hockey que les hommes. Moi, je suis c'est vraiment égal, là, cette partie-là. OK, je vais le prendre. Mais sinon, moi, je trouve ça intéressant. Là, tu étais sur la galerie de presse au niveau du Rocket, donc tu as eu la chance de rencontrer des journalistes, peut-être des journalistes que tu connaissais. Moi, celui qui me vient vite, normalement, c'est Anthony Marcotte, mais est-ce que tu as rencontré des gens qui pouvaient peut-être éventuellement
t'aider ou te donner des clés? Ben, le seul journaliste qui était présent quand moi je suis allée, c'était Anthony Marcotte. Comme je dis, c'était un match de l'après-midi. Il y a plus de journalistes. Il n'y a pas beaucoup de journalistes au Rocket en général. Il y en a plus quand, comme dans le match d'ouverture, des trucs comme ça. Le RDS, ils diffusaient le match, mais c'était juste sur leur site web. Là, donc, il n'y avait pas de diffuseur comme Stéphane Leroux, je pense. Ouais, c'est Stéphane Leroux qui fait la description, mais il n'était pas là. Fait que c'était Anthony Marcotte qui s'était diffusé sur RDS. Donc, c'était vraiment juste lui. Il y avait moi, une autre personne de Tout sur le hockey qui m'a comme aidé, guidé là-dedans. Puis lui, on était les 3 seuls journalistes. Il y en avait un pour un mes anglais aussi, mais on était les 3 seuls. OK, fait que t'as pas rencontré beaucoup de monde. Non. C'est pas grave. C'est toute une expérience. Puis tu as eu la chance aussi de rencontrer certaines personnes du Rocket. Tu as été dans le vestiaire. Comment on se file pour aller poser des questions comme ça dans le vestiaire? C'est vraiment intimidant, là, parce qu'on dirait que juste quand tu arrives dans le vestiaire, tu as comme un 2 minutes. Tu es comme, OK, je suis vraiment là. Puis, il y a des joueurs partout. Puis c'est comme un peu intimidant. Mais si tu prends ta place, puis que ils vont te laisser prendre ta place aussi. La PR du Rocket est vraiment gentille. Fait que c'est intimidant, mais faut que tu fonces, là, puis que tu gagnes avec la question, là. OK, ben écoute, au moins, c'est une belle expérience que tu as vécue, puis c'est une expérience au niveau professionnel. Puis là, je suis quand même curieux de savoir, tu sais, si tu suis le Rocket, est-ce qu'il y a des joueurs qui, toi, t'ont marqué depuis le début de la saison, ou est-ce qu'il y a un joueur qui, tu penses, qui est prêt à LNH? Moi, j'ai toujours vraiment défendu Jesse Ylönen. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur lui la saison passée qui disait que moi, je pensais qu'il était vraiment prêt. Je le pense toujours. Par contre, du côté du Canadien, il y a tellement de profondeur à l'attaque qu'on ne semble pas vouloir lui donner sa chance, même au camp d'entraînement. On ne l'a pas vu beaucoup dans une bonne opportunité, comme il n'a pas eu vraiment sa chance de performer. Fait que moi, il y aurait lui. Moi, quand je suis allée, personnellement, les joueurs que j'ai trouvés qui se sont démarqués, comme je dis, je suis allée juste une fois parce que je suis à Ottawa, donc je ne peux pas y aller souvent. Mais j'avais beaucoup aimé Anthony Richard. Même en entrevue, c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne tête. Puis sur la passoire, il est tellement rapide, il est tellement intelligent. Sinon, un gars comme Xavier Simoneau, qui personne ne pensait qu'il allait être sur le point trio du Rocket en début de saison. Même, ben, c'est ça. Je dirais que c'est ces 3-là. Mais comme moi, le plus près dans la LNH, pour moi, c'est Ylönen. Mais il y avait Byron et tout, mais comme genre qu'il y a les atouts puis qui pourraient rester, ce serait Ylönen. Il y a un upside offensif qui est très intéressant. Puis ce que je trouve intéressant avec le Rocket, c'est qu'on l'utilise souvent à la pointe pour le power play. Puis ça, de mémoire, je pense qu'on ne l'a pas fait pendant le camp d'entraînement du côté du Canadien. C'est peut-être ça, justement, qui lui permet de se démarquer plus. Mais sinon, moi, Anthony Richard, je vais être honnête avec toi, je ne le connaissais pas. Et là, actuellement, il y a un méchant début de saison. Il sort d'où, ce gars-là? Mais je me souviens bien, il était dans l'organisation des Prédateurs là, avant. Exact. Ouais. Les Prédateurs, je pense qu'il n'a vraiment jamais eu sa chance. C'est quelqu'un qui est rapide, mais qui manque peut-être une petite coche. Puis même la même chose, des fois, quand je vois Ylönen jouer, je suis comme, est-ce que c'est ce genre de joueur-là aussi qui est comme, il est rapide, il a un bon lancer, il a un bon instinct, mais on dirait qu'il n'y a comme pas cette affaire-là qui fait que tu restes dans la LNH. Puis c'est un peu la même chose pour Richard, mais c'est un gars qui apporte beaucoup au Rocket. Puis comme je dis, même en entrevue, c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent dans ses réponses, qui pense à ce qu'il va dire. Fait que c'est une bonne personne à avoir dans ton organisation, là, dans la profondeur et tout. Là. Mais ouais. Puis une chose que j'ai trouvée très intéressante de lui, c'est qu'il a dit qu'il veut rendre honneur au nom. Et ça, franchement, pour un gars qui joue pour une organisation qui s'appelle le Rocket, c'est lourd de sens, puis c'est beau. Ça démontre à quel point il est passionné par son organisation. Caden Primo. Ça va pas bien du côté de Caden Primo. 900 d'efficacité depuis le début de la saison, une moyenne qui est horrible de 3,15. Est-ce que tu as eu la chance de le voir un peu? Est-ce que tu le files insécure? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pour être honnête, tu sais, comme moi, je suis allée au match du Rocket, puis je pense que j'en ai vu 3, là, comme en plus du match. Mais comme je l'ai vu l'an passé en série, je n'étais pas sur la presse, mais je l'ai vu, puis il était incroyable. Moi, je pense que quand il est dans sa bulle, là, il est vraiment difficilement arrêtable. C'est quelqu'un qui a vraiment une bonne technique. C'est juste que mentalement, c'est plus difficile pour lui. Puis c'est quelque chose qui se bâtit, c'est quelque chose qui est comme pas facile. Puis on se dit souvent que comme la Ligue américaine, la Ligue américaine, selon moi, c'est pas vraiment une ligne de développement. Là. Fait que, dans le sens où
Ben, je trouve que c'est la meilleure ligue pour se développer en tant que goaler. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Tu irais avec quelle ligue d'abord? Le junior, l'universitaire? Ben, l'universitaire, même la CHL là, en Europe. Tu sais, je trouve que la ligue américaine, c'est. Parce que je vais pas comme commencer et m'emporter, mais Okay, comme en fait, je trouve que c'est difficile pour lui d'apprendre en même temps de compétitionner puis de vraiment se concentrer sur un aspect qui est l'aspect mental, mais aussi, c'est aussi le gardien numéro 1 d'une équipe professionnelle qui veut gagner. Fait qu'on dirait que je trouve qu'il est comme dans un entre-deux qui est pas bon pour lui, justement, qui doit travailler sur son mental. Là. Fait que moi, selon moi, son pire ennemi, c'est lui. Fait que, 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, je me rappelle aussi quand il avait été repêché, on disait qu'il y avait eu un conflit avec son entraîneur. Il ne jouait pas en confiance. Puis c'est pour ça qu'il avait droppé à ce point-là dans le repêchage. Fait qu'au final, c'est dans sa tête que ça se passe. Et je pense qu'il peut prendre l'exemple de Samuel Montembeault, qui a eu des performances in and out au niveau du début de carrière. Mais il a travaillé son mental, puis il fait bien en ce moment. Fait que je pense que pour Kaden Primo, il n'y a rien de perdu. Ouais, puis d'après moi, il ne faut pas oublier, c'est un choix de tout le monde. Ouais. Un goaler, ça prend toujours plus de temps en plus. Fait qu'il faut baisser un peu les attentes et se dire que comme si ce goaler-là, il reste dans l'américaine, si ça devient un gardien numéro 2, ben c'est extrêmement bon pour le rang qui a été choisi, là, tu sais. Anton Forsberg, les goalers des sénateurs, présentement, là, lui, je pense qu'il a passé genre 6 ans dans la Ligue américaine avant. C'était quand même, il a repêché Columbus, fait que c'est sûr que je le connaissais là. C'était comme le goaler d'avenir. Finalement, il avait échangé, puis là, il est devenu 1-2, genre. Il est capable de goaler, mais c'est pas un gardien qui est capable de goaler 55 matchs, là, mais il est capable d'en goaler 35-40. Mais tu sais, rendu là, si Primo devient un deuxième qui est capable de goaler 40 matchs, rendu là, 7e ronde, c'est parfait. Puis même s'il ne devient pas un gardien, ben tu sais, les Canadiens, on a repêché genre 3 là, dernièrement. Fait que je pense que c'est Deschamps ou quelque chose du genre. Lui qui joue à Ohio State, là, lui, je pense qu'il est vraiment haut dans l'organigramme du Canadien. Puis que pas Primo, ils l'ont oublié, mais genre, ils ont quelque chose d'autre à se mettre sous la dent que Primo, le Canadien. Ouais, ben c'est ça, Primo, c'était comme le seul gardien d'avenir pour les partisans, le seul qu'ils connaissent. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression, mais il y en a d'autres. Puis sûrement qu'au prochain repêchage, ça va être une priorité de Kent Hughes et son équipe. Là, parce qu'il y a quelques candidats intéressants, mais ils vont devoir cibler vraiment un potentiel numéro 1, ce que Primo n'était pas là, comme lorsqu'il a été repêché. Fait, Le gardien à Montréal, c'est tout le temps. De quoi tu parles? Avec Patrick Roy, José Théodore après, Carey Price, tu peux pas arriver avec un gardien correct. Il faut qu'il soit vraiment bon. Là. Ça fit avec un bon gardien. Mais Price, ça a pris du temps là, avant qu'il soit extrêmement bon. Là. Puis tu regardes comme un gars comme Igor Shesterkin qui est resté dans la KHL très longtemps avant d'arriver. Évidemment, je ne compare pas Primo avec ces deux-là, là, mais c'est juste le gardien, il faut modérer les attentes un peu. Mais un gardien, ça prend plus de temps, puis c'est complètement normal. Là. Effectivement. Ouais, écoute, je vais juste rappeler, je pense que c'était José Théodore à l'époque qui avait dit que d'être gardien à Montréal, c'est la pire place d'être gardien parce que les gens voient ça trop important, le rôle de gardien. Il faut que tu sois ultra dominant. Puis je pense que c'est de la pression qui est peut-être justement plus difficile à gérer, d'où pourquoi je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi psychologique avec nos jeunes parce que c'est trop rough pour eux. Là, je veux parler d'un petit quelque chose. Amélia, aujourd'hui, on a appris qu'un certain joueur a obtenu un essai au niveau d'un club école. C'est un joueur qui, pour toi, a eu un petit quelque chose de particulier. On parle ici de Alex Galchenyuk. Mon Dieu! Alex Galchenyuk, tu as réussi à faire 700 km pour obtenir une rondelle de lui. On va parler de ça, là, ça ne va pas m'aider à ma carrière journalistique. On va parler, là, parce que... OK, donc Sam, je tiens à préciser qu'elle a fait 700 km pour obtenir une rondelle de Alex Galchenyuk et qu'il a partagé, je crois, sur Instagram, la photo d'Amélia avec la pancarte. J'ai fait 700 km pour ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu une groupie avant, là, comme... Ouais. Genre, je regardais pas le sport juste pour ça, mais comme j'aimais beaucoup Galchenyuk, puis ça j'ai toujours été comme ça, comme dans la vie, là, avec des artistes ou des trucs quand même. Puis c'est vraiment une longue histoire, là, parce que je pourrais comme en parler pendant 25 minutes, mais en gros, j'habitais en Abitibi, j'allais avoir une game de hockey, puis j'ai fait 700 km, ce qui n'est pas tant vrai, parce que c'est pas si loin que ça, mais comme
aller-retour, ça ressemble. Je pense que c'est 585. Intégrité, s'il te plaît. Une moyenne, là. J'arrondis. Puis c'est ça. Ça a été toute une histoire, là, parce que j'étais pas capable. Quand tu es au Centre Bell, tu dois être comme à côté sur la bande. Puis c'est un côté du Centre Bell que tu peux pas être avec ta pancarte, là. Puis moi, j'étais de ce côté-là. Fait que, en tout cas, ça a été super compliqué. Finalement, genre, à la dernière minute, j'ai trouvé comme un spot pour me glisser. Il ne faut pas que les gardes de sécurité me voient. Et ben, il y a quelqu'un qui m'a lancé la puck. Et là, tout le monde dans ma section a applaudi, genre, parce qu'il y avait vu à quel point je. Mais tu sais, j'avais 14 ans, là. J'ai grandi depuis, mais là, on m'a pris en photo comme quelqu'un du Canadien, l'a partagé sur les réseaux sociaux. Puis là, j'étais comme OK. Et là, je perds de la batterie dans mon téléphone et 2 heures plus tard, je vois que Galchenyuk l'a publié sur son compte Instagram. Fait que ça a vraiment fait le tour. Il y a eu des articles et tout. Là. Mais écoute, c'est un beau moment. C'est vraiment important. Mais c'est un joueur qui est un joueur pour toi qui avait une importance à tes yeux. Ouais, c'est passé. C'était passager, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert comme c'était le joueur préféré de mon frère aussi. Puis mon frère, ça a été une grande influence pour moi. Comme quand j'étais petite, je l'ai suivi dans les arènes toute ma jeunesse. Fait que c'est ça. Galchenyuk, c'était un joueur préféré de pas mal de monde. Tu sais, mon meilleur ami aussi, il avait son gilet, puis pas mal de monde l'aimait, même s'il n'y a pas, tu sais, genre, statistiquement, mais le gars, il avait comme un petit quelque chose, il avait l'air sympathique, puis tout. Fait que. Mais c'était quelqu'un qui est toujours là, extrêmement talentueux. C'est ça. Juste que son entourage et beaucoup d'influence. Comme c'est quoi, mais son plus gros problème, c'était pas sur la patinoire. Non, c'est ça. Oh, écoute, à ta défense, là, moi, j'étais tout énervé d'avoir une signature de Phil Kessel. Fait que, je veux dire, on a chacun nos joueurs. C'est vrai que ça, il a gagné une Coupe Stanley. Ah non, mais là, je compte pas ça pour ça. C'est juste que, en tout cas, c'était une anecdote que je trouvais quand même. Ouais, non, c'est drôle d'en parler. Là. Alors, ben, Sam, pour toi, c'est l'heure de nous quitter parce que c'est un rendez-vous. Mais écoute, un très gros merci d'avoir été là ce soir. Ben, ça fait plaisir. Mais merci à Amélia d'avoir accepté l'invitation. Puis, ça me fait plaisir. Ton beau travail. Bonne soirée, Sam. Et puis sinon, ben toi, Amélia, écoute, un très, très gros merci d'avoir participé au podcast aujourd'hui. C'est super intéressant d'écouter. Là, c'est quoi ton plan pour toi qui s'en vient là, prochainement? Tu finis tes études? Ben oui, excusez, il y a comme quelqu'un à côté de moi. Mais oui, je finis mes études en mars en journalisme. Je vais faire un stage. J'ai toujours pas d'idée où je vais faire mon stage, mais j'aimerais bien le faire dans une chaîne sportive à Montréal, qui sait. Sinon, je fais les Jeux de la communication, qui est une compétition universitaire dans le balado sportif, justement. Donc, c'est quelque chose qui va m'ouvrir encore plus de portes. Fait que je dirais qu'il va y avoir beaucoup de sport, comme il y en a depuis que j'ai 5 ans. Fait que c'est pas mal ça les plans. Puis sinon, est-ce que tu suis, vu que tu es dans la région d'Ottawa, est-ce que tu suis un peu la situation du dossier du rachat de l'équipe? C'est sûr. On peut pas laisser ça passer dans l'actualité, là, avec Ryan Reynolds, l'équipe. Il cherche un sugar daddy. Exactement. Moi, j'ai $20 que je suis prête à y donner. Je peux contribuer à garder l'équipe. C'est ça. J'avais plein de personnes sur Twitter qui disaient ça. Mais ouais, j'ai hâte que ça serait pour la ville d'Ottawa. Ben, c'est un peu intense, la ville, là, mais pour les partisans, pour l'organisation, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe, mais leur arena, c'est tellement loin, c'est tellement compliqué. Le parking, c'est vraiment temps que ce soit au centre-ville, puis ça va pas arriver avant que quelqu'un prenne les charges de cette équipe-là. Fait que ça va vraiment être intéressant à surveiller, mais les sénateurs qui connaissent pas un début de saison extrêmement beau, mais c'est vraiment une belle équipe que j'ai adoré regarder depuis 2 ans. Fait que t'as déjà été à Canada? Oui, ben pas depuis que je suis à la cité, mais je suis allée dans le passé. Comme je dis, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas d'auto, puis ça se rend pas en bus. Fait que c'est vraiment pas l'idéal pour. Mais le point positif, c'est que là, j'ai entendu que Desmarais, qui avait déjà essayé d'acquérir l'organisation, je ne sais plus quelle année, en tout cas, là, quand Melnick avait acheté, M. Desmarais faisait partie des intéressés à acheter, puis il est encore intéressé à acheter. Point négatif, Ryan Reynolds n'est pas nécessairement un atout naturel pour lui. Fait qu'il y a peu de chances qu'on le voit. Oui, bien, honnêtement, je pense que la LNH et les sénateurs pourraient vraiment bénéficier que Ryan Reynolds soit impliqué d'une part ou d'une autre dans l'achat des Sens. Fait que ça serait un excellent coup marketing, honnêtement,
Fait que j'espère que pour ça, ils vont le faire. Et si je me trompe pas, il est propriétaire, ou là, je veux pas trop m'avancer, mais c'est comme un club de soccer, ouais. J'ai un télésouffleur. C'est un club de soccer. Il est impliqué dans un truc de club de soccer, Ryan Reynolds. Fait que c'est pas juste un acteur qui s'intéresse comme ça. Il y a quand même une certaine expérience et tout. Fait que pour moi, ce serait vraiment un excellent coup marketing, mais on verra bien. Hey, s'il faut que tu déménages l'équipe aux Plaines de Breton et qu'en plus, un de tes propriétaires, c'est Ryan Reynolds. Ah, ça va. À Toronto, on a Drake, on a Justin Bieber, mais à Ottawa, t'as Rihanna qui a déjà porté un chandail licence il y a quelques années. Oui, mais même Montréal, il n'y a pas beaucoup de vedettes internationales. Hein? Non, c'est souvent des vedettes québécoises là, qui ont des grosses fans. Puis sinon, quelques acteurs américains qui, pour une raison inconnue, aiment le Canadien. C'est un autre sujet. Mais du côté des sénateurs, je suis 100% d'accord avec toi. Ça serait un beau coup de marketing pour l'organisation. Ça serait tellement une seconde vie de déménager, d'avoir un propriétaire qui est vu comme Ryan Reynolds. Ça serait parfait. Puis sinon, sur les Plaines de Breton, c'est un très beau spot. Alors, je tiens à te dire un très, très gros merci, Amélia, d'avoir été avec nous ce soir. C'est super intéressant de t'écouter. Puis écoute, si jamais tu veux revenir, tu vas toujours être la bienvenue. Je te souhaite une belle fin de soirée, ma chère. Ben, merci à vous. C'était super plaisant. J'ai adoré, même si je me suis emportée par moment. On va parler de la formation de la Ligue américaine une autre fois pour ce qui est. Ouais, seulement. Alors, pour vous à la maison, je vous dis un très, très gros merci d'avoir été là et d'avoir regardé l'épisode. Bien entendu, vous êtes invités, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'avoir l'épisode intégral, à écouter la rediffusion qui va être disponible en fin de semaine sur notre chaîne YouTube À la Coupe. C'est disponible également sur notre Spotify, toujours au nom de À la Coupe. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. Je vous invite à écouter La Notif des sportifs animée par Loric Salvaille qui vous attend avec une surprise très prochainement. Donc, j'en dis pas plus. D'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye. Thank you.